Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, je voudrais répondre à la question d'Anne, qui a très gentiment laissé un message sur notre site internet. Sur la page du podcast, vous pouvez vous aussi laisser votre message vocal avec votre question s'il y a un sujet que vous aimeriez particulièrement aborder. Alors, je laisse la parole à Anne pour poser ses questions. Bonjour Anne-Laure. Tout d'abord, merci beaucoup pour toutes vos formations que je trouve très intéressantes. J'ai une question à vous poser à propos des soirées talents que vous organisez avec votre famille. J'aurais aimé savoir comment elles se déroulent, comment les enfants choisissent les présentations qu'ils veulent faire et s'ils n'ont pas d'idée, comment est-ce que vous les aidez, vous les orientez. Et enfin, une dernière question. Quel est le rôle des parents? Est-ce que vous aussi, vous préparez quelque chose? Merci beaucoup. Si vous n'écoutez pas fidèlement ce podcast depuis ses débuts, vous ne savez peut-être pas ce qu'Anne entend par soirée talent, et qui est quelque chose qu'en fait chez nous nous appelons plutôt soirée érudite. Mais j'ai un certain nombre de stagiaires qui appellent ça soirée des talents. C'est un excellent nom aussi, vous allez voir pourquoi ces deux noms s'appliquent parfaitement. J'en parlais pour la première fois dans l'un des tout premiers épisodes de ce podcast, le podcast numéro 4, une semaine dans la vie d'une famille EF confinée, donc la vie d'une famille qui pratiquait de l'instruction en famille. Et il se trouve que cette semaine-là, alors c'est un épisode très long parce que j'enregistrais tous les jours quelque chose sur la façon dont la journée s'était passée, parfois le matin pour savoir ce que nous avions prévu, comment elle était censée se passer, et le soir pour voir comment elle s'était réellement passée, ce qui, comme souvent, n'était pas du tout la même chose. Et il se trouve que cette semaine-là, nous avions, en fin de semaine, une soirée érudite. Et donc, une partie du travail de la semaine, avec les enfants en IEF, avait été consacrée à la préparation de cette soirée érudite. Avant de vous expliquer plus en détail ce que c'est qu'une soirée érudite chez nous, comment ça se déroule, commençons par les raisons pour lesquelles nous avons mis cela en place dans notre famille. Quels étaient nos objectifs, à mon mari et moi? Je pense que tout est parti de deux choses. Lorsque j'étais petite, j'avais un frère et une sœur qui étaient beaucoup plus âgés que moi et qui donc étaient à la fac ou en études supérieures lorsque j'étais encore préado. Donc c'était un petit peu comme si j'étais enfant unique. Et mes parents sont deux personnes très cultivées et je m'intéressais à plein de choses. Et il se trouve qu'à table, bien on pouvait parler librement de tout ce qui m'intéressait. Et j'avais mes parents pour moi toute seule. Donc je pouvais leur poser des questions. Mon père était professeur d'histoire-géographie. Ma mère avait aussi fait des études d'histoire-géographie et comme je vous le disais, tous les deux sont très cultivés et donc ils pouvaient m'apporter des réponses intéressantes. Donc on avait de longues discussions, alors ça pouvait être sur les croisades, sur des événements politiques, sur l'histoire des idées, sur toutes sortes de choses. Et j'aimais beaucoup cela. C'est quelque chose que j'aimerais reproduire avec nos enfants. Mais il se trouve qu'avec 5 enfants à table, et des enfants d'âge aussi différents, il est difficile d'avoir ce genre de discussion lorsque nous sommes tous réunis. Parce que ce qui va intéresser notre grand de 10 ans ne va pas intéresser notre fils de 5 ans et demi, ou notre fille de bientôt 3 ans. Donc il faut que nous adaptions un peu les choses. Et puis même entre nos deux aînés de 8 et 10 ans, les centres d'intérêt sont très différents. Donc ce qui était possible avec moi, quasi enfant unique, n'est malheureusement pas tellement possible avec nos 5 enfants. Donc nous cherchions une autre façon d'intégrer ce type de conversation avec nos enfants.
Et puis, je rajoute aussi sur ces repas que le temps nous manque, évidemment, entre l'instruction en famille, mon travail, le travail de mon mari, le fait de conserver un minimum de vie sociale avec nos amis. Eh bien, voilà, nous manquons parfois de temps aussi pour aborder tout cela. Et la deuxième chose correspond à une scène. Je ne sais même pas dans quel film. Je crois que c'est un épisode de la série Gilmore Girls, mais je ne suis même pas sûre. Une scène qui m'a marquée, dans laquelle on voyait des parents très cultivés, qui avaient fait de très hautes études, titiller un peu leurs enfants à table en leur posant des questions, leur posant des cols en histoire, en culture, en littérature, etc. Dans le but évidemment de les former, de les préparer aux admissions dans les grandes universités américaines, de les préparer à des oraux, à des entretiens, à des choses comme ça. Mais la façon dont c'était fait était terriblement artificielle, prétentieuse, et je n'aimais pas ce qui s'en dégageait parce que c'était uniquement du moins c'est comme ça que je le percevais, cette scène, c'était une scène de préparation au pouvoir, avec beaucoup de fierté dans l'élitisme. Voilà, beaucoup de choses comme ça qui ne me plaisaient pas du tout. Malgré tout, mon mari et moi tenions à ouvrir notre famille à la culture de manière générale et à laisser une place importante à la culture. Mais sans pour autant nous glorifier dans un certain élitisme, faire preuve de prétention ou aborder cela dans un esprit préparation au grand concours, vous voyez, grand oral de l'ENA. Ce n'était pas du tout notre objectif. Et nous en avons parlé, mon mari et moi, Henri et moi. Et nos objectifs étaient les mêmes, nous étions au clair là-dessus. Nous aimons tous les deux la culture, nous avons des centres d'intérêt différents l'un de l'autre, et nous avons chacun différents centres d'intérêt aussi. Par exemple, moi je me passionne pour la littérature, pour la poésie, mais j'aime aussi beaucoup les nombres, la magie qui se dégage des nombres. Mon mari est passionné par l'histoire. Et nous avons de cette façon des centres d'intérêt différents. Je suis musicienne, il ne l'est pas. Voilà, beaucoup de choses qui nous distinguent et en même temps font que nous sommes profondément complémentaires. Nous aimons la culture, nous aimons avoir des conversations cultivées, c'est-à-dire où nous pouvons parler de ce qui compose notre culture sans en avoir honte. Et je ne sais pas si c'est déjà arrivé à certaines personnes, si cela vous est déjà arrivé, peut-être, de ne pas oser dire quelque chose. Dans une conversation avec vos amis, par exemple, de ne pas oser faire certaines références culturelles parce que vous avez peur qu'elles ne soient pas comprises ou parce que vous avez peur de passer pour quelqu'un de très prétentieux. Eh bien, voilà, tout cela nous embêtait un petit peu. Et nous avons fini par essayer quelque chose. Nous avons tenté une expérience, ces soirées érudites. Dans notre tête, l'idée était de prendre du plaisir à partager des choses de notre culture générale avec nos enfants, de susciter aussi en eux le plaisir de découvrir et le plaisir de partager. Sans honte, sans peur de paraître pédant, sans réticence devant les autres. Bref, laisser une place pour que la culture puisse s'exprimer dans notre famille. Et nous tenions à en faire une fête, à en faire quelque chose qui soit agréable, festif, convivial. Donc nous avons tenté l'expérience et c'est quelque chose que nous faisons depuis régulièrement, environ une fois par mois.
je dirais. Alors, certaines fois, plus que cela, ça nous est arrivé d'en faire tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines. Parfois, c'est un peu plus étalé, en particulier si nous partons en vacances, si nous avons des membres de la famille qui nous rendent visite, si nous traversons une période assez intense au niveau du travail ou autre. Nous pouvons espacer. En fait, nous faisons cela un peu au rythme qui nous convient et aussi au rythme qui nous permet d'avoir de nouvelles choses à partager les uns avec les autres. L'idée est donc de nous faire beau, déjà, de sortir nos jolies robes, les cravates ou nœuds papillons pour les garçons ou Henri, de nous faire beau, de nous faire chic, pour que ce soit vraiment une fête. Et puis, nous préparons un apéro dînatoire, parfois avec des choses un peu toutes faites ou très simples, parfois en essayant une nouvelle recette, justement, et ça participe à la fête. Disons que c'est la culture culinaire qui s'exprime. Et l'idée est qu'au cours de la soirée, entre nous, chacun de nous va partager quelque chose avec les autres. Alors, ce quelque chose peut être très, très divers. Donc, je vous ai donné nos centres d'intérêt, à mon mari et moi, mais les enfants ont encore d'autres centres d'intérêt qui sont très différents. Au cours de nos soirées érudites, nous avons eu des choses qui portaient sur les animaux, des choses qui portaient sur les plantes, des choses qui portaient sur la mathémagie. Alors, je vous donnerai d'autres exemples, mais tout ça pour dire que ça peut aller de la récitation d'un poème à un exposé sur un événement historique ou la présentation d'un lapbook sur un animal. Alors là aussi, j'ai un peu parlé des lapbooks dans l'épisode numéro 4. N'hésitez pas à l'écouter si vous en avez l'occasion, si vous en avez le temps. Et ce qui est très important, et donc pour répondre à la question d'Anne, c'est que nous participons tous. Ce qui veut dire que mon mari et moi aussi, bien sûr, nous préparons quelque chose. Et je pense que ça ne marcherait pas, ça ne fonctionnerait pas si tout le monde n'était pas concerné. Alors évidemment, nous avons d'abord montré l'exemple. C'est-à-dire qu'au départ, nous avons chacun présenté une chose à nos enfants, sans rien attendre d'eux. Nous en avons fait une première fête, et où nous avons, de cette façon-là, présenté... Alors je ne sais même plus ce que c'était. Peut-être que pour mon mari, c'était la bataille de Nancy, avec Charles le Téméraire, parce que nous sommes tous les deux nancéens, et nous sommes très attachés à la ville de Nancy, et tous les nancéens le savent bien, Charles le Téméraire est mort mangé par les loups aux portes de Nancy, alors qu'il voulait conquérir la ville. Donc c'est quelque chose qui marque la mémoire des nancéens en général. Et donc mon mari, je crois qu'il a dû faire cette présentation-là la première fois. Et je vous avoue que je ne sais même plus de quoi j'ai parlé aux enfants la première fois. Et ils ont adoré. Alors évidemment, le fait d'avoir un apéro dînatoire n'y était pas pour rien. Nous avons quelques gourmands dans la famille. Le fait de nous faire beau n'y était pas pour rien. Nous avons une coquette et un dandy dans la famille. Et justement, tout cela combiné permettait de faire une fête de la culture. Alors, quels sont les différents sujets que nous avons pu aborder et comment est-ce que les enfants et nous-mêmes choisissons nos sujets ? Il faut avant tout que ça vienne de nous-mêmes, de chacun de nous, que ça vienne de nos propres centres d'intérêt, que ce soit quelque chose qui nous passionne ou qui nous intrigue et sur lequel nous avons envie de nous renseigner, quelque chose qui nous fascine. Parce qu'à partir du moment où nous avons ce plaisir, cet intérêt, il est beaucoup plus facile de le partager avec les autres. Et ce qui était intéressant pour nous, c'était de partager cet élan, de partager cette joie communicative entre nous tous. Au départ, nous attendions une chose, un exposé, une participation de la part des enfants. Maintenant, nous attendons 2 participations de la part de nos 2 grands, et nous n'exigeons pas de la part de notre 3e, mais jusqu'ici, depuis les dernières séances, il a systématiquement tenu à lui aussi participer 2 fois.
Et nous essayons d'intégrer doucement notre petite 4e, mais qui n'a même pas 3 ans encore. Je vais vous expliquer un petit peu comment. Alors, autant vous dire que pour mon mari et moi, souvent ça se fait à la dernière minute, parce que, comme je vous le disais, nous manquons de temps. Et donc, ça nous force à garder un esprit ouvert, à rester curieux et à partager de nouvelles découvertes avec nos enfants. Les thèmes que nous avons abordés, mon mari et moi, sont assez divers. Alors, mon mari aime bien parler d'histoire et parler de bataille, parce qu'il est passionné de wargames également. Ce sont des jeux qui permettent de reconstituer des batailles historiques et de voir comment elles auraient pu se passer différemment, de rejouer en quelque sorte des batailles historiques. Et donc il a un certain nombre de figurines qu'il utilise pour illustrer ces présentations. Et puis on a des cartes, voilà, il utilise les supports dont il a besoin pour présenter tout cela aux enfants. Il a aussi abordé Antigone avec les enfants. Un très beau texte, alors l'Antigone d'Anouilh de préférence. Mais en fait, il a parlé d'Antigone de manière générale et des lois des dieux qui sont supérieures aux lois des hommes, c'est-à-dire au fait de... Nous avons entamé une discussion philosophique avec les enfants sur le fait de savoir si la loi, telle qu'on l'entend, le code pénal, si vous voulez, le code civil, la loi française, était une autorité morale suprême ou est-ce qu'il y avait d'autres lois qui étaient plus importantes et qui primaient sur ces lois-là? Quels étaient le rapport entre les grandes lois morales au sens général, philosophique, religieux aussi, parce que nous sommes croyants, et les lois de manière générale d'un État, d'un pays. Donc c'était une très belle conversation. Les enfants étaient encore jeunes en plus à l'époque. Je crois que c'était il y a 2 ans, parmi nos premières soirées érudites. De mon côté, j'ai abordé avec eux Pompéi, avec de belles illustrations pour leur montrer ce qui avait été conservé de Pompéi. Je leur ai fait le récit de Tite-Live, de la mort de Pline. Je leur ai lu, les lettres de Pline le Jeune, qui raconte la mort de Pline l'Ancien et l'éruption du Vésuve à Pompéi. Et je leur ai montré ce que nous pouvions découvrir aujourd'hui de Pompéi, ce qui avait été conservé grâce à cette éruption, tout en méditant un peu sur le sort de tous ceux qui sont morts à cette occasion-là. Et voilà, de voir ce que ça nous permettait de reconstituer aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup d'autres moments que j'ai oubliés. Je sais que je leur ai chanté 2 ou 3 morceaux. Je leur ai joué 2 ou 3 morceaux au piano. Et puis, le dernier exposé que je leur ai fait, c'était sur le lys et sur la fleur de lys en héraldique, sur l'iris aussi, et voilà, tout un tas de choses. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais autant vous dire qu'on a parlé aussi bien ce soir-là d'héraldique que de botanique et de mythologie grecque avec la déesse Iris. Alors j'ai une de mes stagiaires qui s'appelle Iris d'ailleurs, donc Iris, si tu écoutes ce podcast, j'espère que Voilà, j'ai pensé à toi en faisant cet exposé sur l'iris et le lys. Voilà pour ce que nous avons proposé aux enfants. Alors peut-être que ça va vous paraître totalement perché, et je le comprendrai très bien. Mais c'est ce qui nous plaît à nous, à mon mari et moi, et c'est ce que nous avions envie de partager avec nos enfants. Et si je partage ça avec vous aujourd'hui, c'est aussi pour vous libérer et vous donner l'autorisation, la permission, comme si vous en aviez besoin, vous aussi, de ne pas hésiter à partir dans des histoires perchées, si ça vous plaît, si vous avez de l'enthousiasme pour cela, et que ça peut aider vos enfants à se cultiver davantage. Alors je vais juste faire une petite pause avant de vous parler de ce que les enfants nous ont proposé comme exposé, parce que je vous parle de fête, d'une soirée festive, et il y a autre chose que je voudrais célébrer avec vous aujourd'hui. Saviez-vous que ce podcast avait dépassé les 10 000 téléchargements?
en même pas 3 mois. Alors j'en suis époustouflée. À l'heure où je vous parle, le podcast a été téléchargé 10 500 fois. Un grand merci à toutes ces personnes, à vous toutes, vous toutes qui avez écouté ce podcast, qui faites partie de ces 10 500 téléchargements. C'est impressionnant. Je vous en suis profondément reconnaissante parce que ces chiffres me montrent que ce podcast sert, qu'il est écouté, qu'il est utile. Et c'est un retour qui est précieux pour moi parce que, comme vous le savez, l'exercice du podcast est un exercice très solitaire puisque je parle dans le vide. Là, je suis toute seule dans mon bureau le soir avec les enfants qui sont couchés dans la pièce d'à côté. Et c'est une expérience particulière quand même de vous parler à travers ce micro et d'essayer de vous imaginer au moment où vous allez écouter ce podcast. Alors d'ailleurs, c'est ce que m'a évoqué le message qu'avait laissé Manu 1809 sur Apple Podcast. Je vais vous lire son message, vous allez comprendre pourquoi. Un podcast super intéressant sur des sujets qui m'intéressent énormément. J'adore ce format auquel j'étais peu habituée car je ne trouve pas forcément des sujets qui m'intéressent. Moi qui ai beaucoup de mal à trouver du temps pour lire ou regarder des contenus, là c'est parfait, je peux écouter tout en faisant une autre activité. Anne-Laure est vraiment agréable à écouter, elle est naturelle et claire dans ses contenus qui sont très intéressants. J'ai adoré l'épisode sur la semaine IEF qui m'a beaucoup rassurée sur l'organisation qui est souvent parsemée d'imprévus. J'ai hâte d'en écouter encore et encore. Alors l'épisode dont parle Manu 1809, c'est justement l'épisode numéro 4 dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc merci beaucoup Manu 1809, ça me touche énormément parce qu'au-delà des chiffres, ces mots-là me touchent directement au cœur. Et ces mots-là sont le seul retour que j'ai en fait sur ce podcast. Le seul retour verbal exprimé par des mots que j'ai sur ce podcast. Et j'imagine du coup Manu 1809 en train de faire d'autres activités. Alors je sais que certaines repassent, étendent le linge, font la cuisine, font des conduites. Certains bricolent, je ne sais pas. Chacune fait différentes choses en écoutant des podcasts. Moi, je sais que j'aime beaucoup les écouter en allant courir. Alors pas les miens, évidemment, ça serait un petit peu narcissique, mais j'aime beaucoup écouter d'autres podcasts, souvent en anglais, quand je vais courir. Et tout ça pour vous dire que ces avis, ils sont très importants. Parce qu'au-delà des 10 500 téléchargements, il n'y a qu'une 50aine d'avis qui ont été laissés sur iTunes ou Apple Podcast. Et je sais que c'est compliqué de laisser un avis. C'est plus facile de simplement mettre un j'aime sur Facebook ou de cliquer sur quelque chose. Mettre un avis, c'est compliqué. C'est-à-dire que ça prend 5 minutes. Mais 5 minutes, c'est déjà beaucoup dans le monde où nous sommes. Alors, simplement pour vous faciliter les choses, si vous aviez envie de laisser un avis sur ce podcast et que vous ne saviez pas tellement comment faire, ou que vous aviez peur de ne pas trouver le temps, je vous propose de le mettre sur pause, dès maintenant, et de prendre le temps, là, tout de suite. Parce que ces avis sont la première chose que la plupart des gens vont lire avant de s'abonner à un podcast. C'est-à-dire pour savoir à quoi s'attendre, s'il s'agit de quelque chose de qualité ou pas, si les contenus vont être intéressants, qui est la personne qui parle, est-ce qu'elle a quelque chose à apporter ou pas. Et donc vos avis sont incroyablement précieux. Et chaque avis qui est ajouté aux autres avis est un message à Apple Podcast, à iTunes et à tout, par ricochet, à tous les autres distributeurs de podcasts. C'est un message pour leur dire que ce podcast était tellement intéressant que quelqu'un a laissé un avis dessus. Et donc ces distributeurs de podcasts le diffusent davantage. Donc en laissant un avis, vous pouvez aider quelqu'un à trouver ce podcast. Et puis je vous rappelle que j'ai toujours ce concours qui est ouvert pour les 100 premiers avis qui seront publiés. Parmi les 100 premiers avis, je tirerai au sort un gagnant qui remportera 2 jeux de société, un jeu Dynastie sur l'histoire des Mérovingiens et un jeu mystique sur disons la culture iconographique, puisque ça permet d'apprendre à reconnaître les saints de la légende dorée, par exemple dans les églises ou les monuments autour de soi.
ou dans les tableaux aussi, également dans les musées. J'aime beaucoup ces jeux, mais très honnêtement, c'est simplement une petite incitation pour vous motiver et pour vous dire, allez, je prends 5 minutes, et c'est ma façon à moi de vous dire merci en choisissant une personne parmi vous. Alors comment faire pour laisser un avis? Si vous avez un appareil Apple, vous pouvez aller sur la page globale de ce podcast ou rechercher directement dans l'application podcast, si vous avez un iPhone par exemple, ou sur votre ordinateur Mac. Vous pouvez rechercher le podcast Montessori à la maison avec les Montessori 7. Si vous tapez Montessori à la maison, vous tomberez dessus, ne vous inquiétez pas. Si vous allez sur la page de ce podcast, Montessori à la maison, et que, alors souvent il faut faire défiler un petit peu vers le bas, mais vous allez voir apparaître des avis. Et 5 étoiles au-dessus. Eh bien, si vous tapez sur les étoiles pour en mettre, alors, dans l'idéal 5 évidemment, mais bon, si vous voulez en mettre moins, je ne vous en voudrais pas. Si vous tapez sur le nombre d'étoiles, vous pouvez laisser une note, et en dessous, Apple Podcast va vous inviter à laisser un commentaire. Et ce commentaire, c'est ce qui est le plus précieux, parce qu'un certain nombre de personnes laissent une note, mais pas de commentaire. Si vous n'avez aucun appareil Apple, aucun problème, vous pouvez quand même laisser un avis. Pour ça, il faut télécharger l'application iTunes sur votre ordinateur, votre PC. Donc, vous trouverez iTunes un peu partout, il suffit de taper iTunes dans Google et de le télécharger. Sur iTunes, pour laisser un avis, c'est le même système, c'est qu'il faut chercher le podcast, aller sur la page et laisser un avis. Et vous allez devoir ouvrir un compte pour le faire. Alors je comprends très bien que ça gêne un certain nombre de personnes au niveau de leurs données personnelles, d'autant plus qu'il faut donner les coordonnées de sa carte bleue pour ouvrir un compte sur iTunes. Moi aussi, ça me gêne. J'ai moi-même téléchargé iTunes pour voir comment ça fonctionnait sur mon ordinateur et pour voir le processus, donc j'ai laissé des avis sur d'autres podcasts que le mien, évidemment. Eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir un compte. Vous pouvez mettre les données que vous voulez. Vous voyez bien que les pseudos qui sont utilisés par les avis que je lis ne sont pas nécessairement des prénoms et des noms. Manu 1809, c'est un pseudo, tout simplement. Donc, vous pouvez utiliser un pseudo, une adresse mail qui n'est peut-être pas votre adresse principale et la plus importante, juste une adresse mail. Et puis, vous pouvez indiquer vos coordonnées bancaires, ouvrir votre compte, et ensuite, vous pouvez aller dans votre profil et supprimer ces coordonnées bancaires, une fois que le compte est ouvert. Ce qui vous permet de ne plus avoir la carte enregistrée sur le compte iTunes. C'est ce que j'ai fait moi-même. Alors, si ce système vous convient, à ce moment-là, vous pourrez, vous aussi, laisser un avis sur le podcast. Et donc là, comme je vous le disais, même système, vous pouvez taper Montessori à la maison ou Montessori 7. Normalement, c'est la première recherche qui doit sortir dans les podcasts. Et donc, vous devez ensuite cliquer sur le podcast lui-même, pas sur un épisode, mais sur le podcast lui-même, Montessori à la maison avec les Montessori 7. Et vous allez avoir un onglet, normalement, un petit onglet notes et avis. Et là aussi, vous allez voir la liste des avis. Et un petit peu au-dessus, 5 étoiles. Et il est écrit cliquer pour évaluer. Et vous pouvez cliquer sur le nombre d'étoiles. Et une fois que vous avez cliqué sur un nombre d'étoiles, vous pouvez ensuite laisser un avis. Voilà. J'arrête ici pour les avis et reprenons plutôt le fil de cet épisode sur les soirées érudites. Mais si vous avez l'intention de laisser un avis, je vous invite à vous arrêter dès maintenant, à prendre le temps de le faire et à réappuyer ensuite sur le bouton lecture de ce podcast. Bon, nous revoilà, j'espère que vous avez pu laisser votre avis si ce n'avait pas déjà été fait. Que proposent les enfants pour les soirées érudites et comment trouvent-ils leurs idées? Comme je vous le disais, la première chose, c'est que nous leur avons montré l'exemple pour notre première soirée, qui comptait pour rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait que nous qui faisions une présentation. Et ensuite, pendant les temps de travail d'instruction en famille, je leur ai fait des propositions. Je leur ai fait la proposition d'apprendre un poème, de faire un exposé sur tel ou tel thème. Nous avons réfléchi ensemble à ce qui les intéressait. Suivant les périodes, il y a eu différentes choses. Par exemple, donc nos enfants souvent apprennent un poème parce que c'est une bonne base. C'est quelque chose qui est relativement simple à trouver. Nous avons des albums de poésie que nous aimons bien. Et puis
voilà, il leur suffit ensuite d'apprendre le poème et de le réciter. Ils nous ont aussi fait des mises en scène un peu plus théâtralisées, en particulier de Fables de La Fontaine, en se déguisant, et puis en faisant ça à 2 ou 3, avec une ou deux personnes, enfin une personne pour chaque personnage, par exemple le corbeau ou le renard, et puis le narrateur. Donc ils développent un petit peu leur sens théâtral aussi, ce que j'aime beaucoup. Notre fille de 8 ans, Elisabeth, fait de la danse. Donc elle nous a proposé à plusieurs reprises des petites chorégraphies qu'elle s'était inventées. Il faut être très indulgent. Je vais être très honnête, on est loin du lac des cygnes. Mais c'est beau. Elle a choisi un morceau elle-même en parcourant nos CD. Elle a écouté la musique plusieurs fois, elle s'est entraînée à danser dessus et puis elle s'entraîne à faire une chorégraphie avec des éléments qui sont fixés et puis des éléments qui sont improvisés le jour J. Qu'avons-nous eu d'autre? Nous avons eu toute une phase, qui continue encore d'ailleurs, pendant laquelle les enfants nous ont proposé des exposés sur des animaux, sous forme de labbook. Ils s'intéressaient à un animal, ils faisaient un beau dessin de cet animal. Il y a des tutoriels sur YouTube pour apprendre à dessiner tout type d'animaux. Et puis ils se renseignaient à travers nos livres, nos encyclopédies, sur l'animal en question. Alors nous avons eu droit à un exposé sur l'ara ararona, sur l'ours polaire, le renard polaire, les enfants aiment bien les animaux polaires, sur j'ai oublié son nom. Un animal préhistorique que je ne connaissais pas avant que Stanislas, qui a 5 ans, tienne à nous faire un exposé dessus. Le évidemment pas diplodocus. Alors je ne sais plus son nom. Ça finit par don, c'est tout ce que je sais. Donc vous voyez, il faut que moi-même je révise. Mais j'apprends des choses avec les enfants. Nous avons eu un exposé sur la chouette des neiges, sur différents félins, je ne sais même plus lesquels. Voilà, des animaux qui intéressaient nos enfants à ce moment-là. Nous avons eu aussi un exposé, un labbook sur les volcans. Nous avons eu... Le labbook sur les volcans, c'est celui dont je parle dans l'épisode numéro 4. Et puis nous avons eu de la mathémagie. Donc notre fils aîné nous a fait des tours de magie qui en fait reposent sur les propriétés des nombres et du calcul. Qu'avons-nous eu d'autre? Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Si, nous avons eu des histoires de la mythologie grecque, parce que nos enfants se sont récemment passionnés pour la mythologie. D'abord grecque et romaine, puis maintenant égyptienne, et tout récemment mythologie nordique. Donc voilà, nous avons de quoi faire. Ils ont plein de découvertes comme ça. Donc nous avons eu un exposé sur Arachné, un autre sur Athéna de manière générale. J'aime beaucoup Athéna. Voilà, sur différents épisodes mythologiques, sur la généalogie des dieux, etc. Donc ça part de leur centre d'intérêt, tout simplement. Je ne vais pas demander à mon fils aîné de faire de la danse classique. Ça ne l'intéresse pas, ça n'est pas quelque chose qu'il pratique. Voilà, ça n'est pas son truc. En revanche, pour notre fille de 8 ans, là, c'est quelque chose qui lui plaît énormément. Nous avons aussi fait un morceau à 4 mains avec ma fille de 8 ans au piano. À côté de ça, notre aîné, lui, nous a fait plusieurs fois des tours de magie. Parce que ça l'intéresse lui. Voilà, donc si ça peut vous donner quelques idées, évidemment, entre 2 soirées érudites, il y a un moment où ils se disent « il faut que je prépare quelque chose pour la prochaine soirée érudite ». Ils aiment tellement ça qu'ils préparent les choses assez en avance, et ce sont eux qui nous poussent à programmer les soirées érudites sur notre calendrier. Et donc, ce sont eux qui sont moteurs, particulièrement. Mais les choses viennent de leur centre d'intérêt. Et donc, si ça peut vous donner des idées, j'en serais ravie. Je sais que certaines de mes stagiaires ont repris un peu l'idée à leur sauce, en partant des centres d'intérêt d'elles-mêmes, de leurs conjoints et de leurs enfants. J'ai une amie qui a repris ça aussi après avoir écouté mon podcast sur une semaine dans la vie d'une famille UF. Et je sais que ses enfants avaient fait un exposé sur le dauphin, par exemple, et que son mari, qui est militaire spécialisé dans les sous-marins nucléaires, avait présenté les sous-marins nucléaires. Donc c'est des sous-marins à propulsion nucléaire. Voilà, toutes sortes de choses sont possibles
J'espère que ça vous ouvrira un nouvel horizon. Pas besoin de copier ce que l'on fait, ça n'aurait pas grand intérêt. Mais si ça peut vous donner des idées et surtout vous donner la permission de tenter de nouvelles choses, de nouvelles expériences, j'en serais absolument ravie. Et alors si jamais vous tentez l'expérience, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à podcast@montessori7.fr, podcast@montessori7 avec un s.fr. Ça me ferait plaisir de savoir si vous avez tenté l'expérience et ce que vous en avez retiré. Alors voilà pour aujourd'hui, je vous parle souvent en fin de podcast d'une petite activité que nos enfants ont appréciée ces derniers temps. Eh bien, nous sommes partis pendant 2 semaines en vacances, entre autres une semaine chez ma mère. Et je voulais vous parler de notre petit dernier, qui a 9 mois. Alors il a 9 mois, mais il est très moteur, donc il se met debout, il avance très vite à 4 pattes. Il est très très dynamique au niveau moteur. Donc c'est très bien pour lui, ça peut être un peu fatigant pour nous. Et nous avions pris un petit sac de jouets, alors des jouets en bois, des petites balles en mousse, toutes sortes de choses pour lui. Mais en fait, ce qui l'a le plus intéressé chez ma mère, c'était 2 choses. 1, sa canne, parce qu'elle a une canne pour l'aider à marcher lorsqu'elle a un peu mal au genou. Et il aimait beaucoup attraper sa canne, assis par terre, et jongler avec, la faire tourner dans tous les sens, la taper contre le sol, contre les meubles. Alors là, il fallait l'arrêter, évidemment. Mais il était fasciné par cette canne, ça lui plaisait beaucoup, alors qu'elle fait 2 fois sa taille. Et la deuxième chose qui l'intéressait beaucoup, c'était les clés sur... ma mère a deux buffets bas, avec des clés sur les portes en bas. Et donc, ces clés étaient parfaitement accessibles à notre fils. Et donc, son grand jeu, c'était de se mettre debout, de saisir la clé, et de tirer, de secouer, etc. pour réussir à l'enlever. Et ça paraît évident pour un adulte de retirer une clé d'une serrure. Pour lui, ça lui prenait du temps, ça n'était pas évident. Il était très content d'avoir les clés ensuite. Alors en revanche, quand il essayait de les remettre dans le meuble, là, c'était un peu plus délicat. Et le meuble a pris quelques coups. Mais tout ça pour vous dire que souvent, les enfants s'occupent avant tout avec les choses de leur environnement, les choses les plus simples qui font partie de leur vie quotidienne, et qu'on n'a pas forcément besoin de jeux ou de jouets pour les occuper. Bon, voilà pour aujourd'hui, je vous laisse ici. Je vous rappelle simplement, si vous ne l'aviez pas fait au milieu du podcast, si vous le pouvez, de laisser un avis, ça serait vraiment le plus beau cadeau que vous pourriez me faire pour fêter ces 10 000 téléchargements. Et le plus beau cadeau que vous pourriez faire aux autres parents qui découvrent ce podcast. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt, votre petite sourisette, Anne-La.